suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. J'ai réalisé il y a quelques jours que j'avais toujours pas sorti une vidéo où je vais vous parler tout simplement de comment j'ai fait mon diagnostic, quels ont été les premiers signes qui m'ont alerté, qui m'ont donné envie de passer les tests, etc. Et en fait j'étais en train de préparer la FAQ des 4000 abonnés. Alors je sais pas quand sortira cette vidéo, s'il y a déjà les 4K, j'en sais rien. Surtout que je me suis donné le défi d'arrêter de regarder mes stats pour essayer de vraiment faire les choses avec le cœur et pas avec les chiffres. Et donc je me suis dit mais tiens, il y a beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois que je fais une FAQ, que je vous propose des trucs sur Facebook. Si tu veux nous rejoindre, deuxième lien dans la description, tu connais. À chaque fois il y a des gens qui me demandent c'est quoi ton parcours diagnostic, comment est-ce que tu t'es fait diagnostiquer, quels ont été les premiers signes qui ont alerté toi ou tes proches, etc., etc. Donc c'est vraiment un truc qui vous intéresse et jamais j'ai fait vraiment une vidéo entière pour vous parler de ça. Alors juste avant qu'on commence, j'ai une petite annonce à vous faire. Alors ceux qui sont déjà inscrits depuis un moment à ma newsletter sont au courant et ont déjà lu le truc en question. Voilà, mais j'ai sorti un e-book. Voilà, j'ai sorti un e-book d'une quarantaine, cinquantaine de pages, je sais plus exactement, où en fait j'ai répertorié tous les outils, en fait, alors pas tous évidemment, hein, mais les principaux outils qui m'ont permis de mieux vivre ma différence dans la société qui est la nôtre, dans le monde actuel, etc. Que ce soit les outils multimédia que j'utilise, mes écouteurs anti-bruit, que ce soit les hacks que j'utilise pour mieux me débrouiller socialement, toutes ces choses-là, des astuces pour mieux gérer mes émotions également. Bref, c'est le premier lien dans la description si tu veux accéder, c'est gratos, hein. Autant d'habitude je fais des ateliers payants, mais là celui-là est gratos, donc profites-en. Aussi, autre information, dans le livre je mentionne un site web qui s'appellerait Atipaction. Sache que je suis encore en train de développer ce site web et que si tu ne le trouves pas sur le net c'est normal. Je suis encore en train de le finaliser, de peaufiner les articles, les visuels, etc. pour créer ce site web. Dès que ça sort je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est juste pour répondre à une question peut-être éventuellement parce que j'en parle dans mon livre et je veux pas que vous soyez perdus. Bref, peu importe, on va commencer cette vidéo. Donc c'est parti. On va parler, alors je vais vous parler vraiment de tout mon parcours depuis le début du commencement, de comment ça s'est passé, qui m'a aidé pour le diagnostic, vers qui à qui je me suis adressée, quels étaient les premiers signes, etc., etc., qui m'ont fait penser à tout simplement le TSA, voilà. Et donc voilà, c'est parti, je propose qu'on y aille. Donc alors, à quel moment, déjà juste pour vous donner un peu de contexte général, j'ai été diagnostiquée quand j'avais 22 ans je pense, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui j'en ai 26, je vais avoir 27 ans en octobre. Voilà, je sais, je fais plus jeune que mon âge, c'est bon, on me le dit tous les jours, ok j'ai compris. Mais n'empêche, j'ai 26 ans donc je me suis fait diagnostiquer à 22 ans. Et c'est à 19 ans que j'ai commencé à suspecter le TSA chez moi, donc 3 ans avant, d'accord. Donc oui, non, vous ne rêvez pas, il y a eu 3 ans entre les premières démarches et le moment où j'ai eu mon vrai diagnostic, et oui, c'était très très long, et je vais vous en parler en détail. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de diagnostic quand j'étais ado, quand j'étais enfant, etc., etc. Faut savoir que quand j'étais enfant, quand j'étais à la maternelle, tous ces trucs-là, mon trouble principal, c'était, enfin ma difficulté principale dans la vie, c'était le mutisme sélectif. C'était absolument pas mes problèmes liés à mon TSA, même s'il y en avait. Il faut savoir aussi que mon mutisme sélectif est très étroitement lié à mon TSA. C'est pas parce qu'on fait du mutisme sélectif qu'on est forcément TSA, loin de là, hein, faut le préciser, mais il faut pas non plus exclure la possibilité. Et moi c'est clair que je suis quasiment sûre que si j'avais pas eu le TSA, je n'aurais pas eu le mutisme sélectif quand j'étais en maternelle. Donc juste un bref rappel pour les personnes qui savent pas ce que c'est que le mutisme sélectif, sachez que vous avez des vidéos sur ma chaîne où je parle de mon expérience par rapport à cette trouble, enfin je sais pas si on peut dire que c'est un trouble, mais en tout cas c'est très handicapant de le vivre. En gros ma difficulté c'était que je pouvais parfaitement parler à ma famille, alors ma famille proche, c'est-à-dire ma soeur et mes parents. Par contre toute personne extérieure à ce cercle proche, c'est-à-dire juste ma famille, mes parents et ma soeur pardon, toute personne extérieure à ces 3 personnes là, je ne pouvais pas leur adresser le moindre mot, c'était un blocage. Bref, je vais pas détailler dans tous les... parce que j'ai déjà fait des vidéos et c'est pas le sujet de la vidéo, bref. Mais j'étais incapable de parler, d'adresser, me dire oui et non en maternelle, c'était impossible.
Et très progressivement j'ai réussi à sortir de ce mutisme sélectif quand j'étais au lycée, au collège, fin du collège, début du lycée, surtout le début du lycée. C'est vraiment là que j'ai commencé à sortir du mutisme sélectif, voilà. Donc toutes les préoccupations qu'avaient mes parents et que j'avais moi aussi envers moi-même, c'était comment sortir du mutisme sélectif, comment se débarrasser de cette grosse merde, voilà, qui était dans mon cerveau, on va pas se mentir. Alors je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le voir, hein, quand on a une difficulté, surtout au niveau de la santé mentale, au niveau des blocages, des traumatismes, même, bon, ça, là c'était pas lié à un traumatisme du tout, mais bon, pour certaines personnes ça peut l'être. Il faut pas voir ça comme une grosse star dans son cerveau, faut au contraire devenir ami avec soi-même, devenir ami avec ses difficultés, c'est comme ça qu'on s'en sort après. Donc juste voilà, petite précision, parce que voilà, j'ai été un peu maladroite dans mes propos, j'avoue. Donc à aucun moment, il faut savoir que quand j'étais enfant, à aucun moment personne n'a suspecté aucun TSH chez moi, aucun moment. Il faut savoir qu'il y a des personnes de ma famille qui en cachette ont parlé un peu du terme mutisme sélectif, d'après ce que j'ai compris, voilà, mais personne non plus ne m'a dit oui bah voilà mes anges, tu as le mutisme sélectif, personne ne me l'a dit. Et c'est seulement à mes 20 ans, hein, j'avais 20 ans quand j'ai découvert l'existence du mutisme sélectif sur un site web, hein, c'était une association sur le mutisme sélectif, je suis tombée dessus et pour moi c'était une claque dans la figure, mais une véritable claque. Autant de découvrir mon autisme, ça n'a pas vraiment été plus que ça une claque, je me suis dit bon bah voilà ok j'ai ça, mais le mutisme sélectif, ça, savoir que j'étais pas la seule à vivre ça, c'était une claque monumentale. Donc vous allez me dire mais comment est-ce que t'en es arrivé à découvrir que t'avais ça, le mutisme sélectif, qui t'en a parlé, etc. Comment t'as cheminé vers ça? Alors je vais vous parler d'une amitié que j'ai eue avec une personne. C'est une amitié que j'ai jugée toxique sur la fin et de laquelle à laquelle j'ai mis fin, et malheureusement voilà, ça va être un peu difficile pour moi de parler de ça parce que c'est une personne qui m'a énormément apporté, mais c'est aussi une personne avec qui voilà, je me suis pas sentie bien pendant de nombreuses années. Et voilà, si je précise ça, c'est pas pour vous révéler du gossip sur ma personne ou sur les relations que j'ai avec les gens de mon entourage, c'est simplement pour dire que les relations humaines c'est très complexe et des fois c'est pas parce qu'une personne vous apporte beaucoup, que vous avez vécu plein de bons moments avec elle, etc., que ça veut forcément dire que la relation ne deviendra jamais toxique, qu'elle sera jamais compliquée, que tout est rose. C'est extrêmement complexe les relations humaines, et si toi aussi tu traverses ce genre de choses avec des gens de ton entourage, sache que c'est tout à fait normal, ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie et voilà, et parfois il faut savoir mettre fin à des relations même si on n'aura jamais pensé que ça arriverait un jour. Donc voilà, ça c'était la petite histoire. Donc j'avais une amitié très proche avec une personne, on a été très amis pendant 10 ans, hein, je dirais ça. Donc c'est quelqu'un qui me connaissait comme si j'étais sa petite sœur ou je sais pas, en tout cas quelqu'un... en fait c'était, pour vous dire les choses simplement, c'était la personne avec qui j'étais le plus moi-même. Il faut savoir que quand on a une fille autiste, on masque énormément sa différence, on masque ses bizarreries, son excentricité, ce qui fait qu'on est un peu barjot selon certaines personnes, voilà. Et devant cette personne en qui j'avais une confiance infinie, beaucoup trop, même beaucoup trop de confiance à mon goût, voilà, maintenant que j'ai du recul là-dessus, quand j'étais avec cette personne, je ne masquais plus du tout, j'étais full moi-même, quand j'avais envie d'être cash, j'étais ultra cash, je me souciais absolument pas de ce que la personne pensait en face. Ma personnalité excentrique, elle ressortait de mille feux, enfin bref, c'était vraiment, et la personne en face le savait, elle savait que j'étais pas comme ça devant mes parents, elle savait que j'étais pas comme ça devant mes camarades à l'école, enfin bref. Et à un moment, comme on avait une relation très proche, cette personne s'est dit bah tiens mes anges, qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi pas son problème, mais genre d'où ça vient cette différence, comment ça se fait qu'elle est bizarre comme ça. Voilà, et donc la personne a fait beaucoup de recherches, elle a cherché, et en fait elle a fini par tomber, elle a fini par atterrir, ouais, sur le blog de Super Pépette. Alors Super Pépette qui n'est autre que Julie Daché. Voilà, et je pense que si vous avez un peu fait des recherches sur l'autisme, vous connaissez Julie Daché. Vous n'êtes pas obligé d'être voilà, de la connaître ou quoi, mais c'est une figure en fait hein, dans le monde de l'autisme francophone. Donc si vous connaissez pas le travail de Julie Daché, vous pouvez voilà, chercher sur, elle a écrit un bouquin, elle a fait des vidéos d'informations sur YouTube, elle a donc un blog dans lequel elle signe Super Pépette, voilà. Et donc cette personne a trouvé ça et elle s'est dit bah voilà c'est mes anges, ça y est j'ai trouvé, j'ai trouvé ce que c'est. Et là s'en est suivi une période un peu difficile où cette personne osait pas me dire directement
mes anges, je pense que t'es autiste. Voilà, elle osait pas me le dire. Alors à l'époque on disait encore beaucoup syndrome d'Asperger, donc c'était beaucoup Asperger. Sachez, parce que je sais qu'il y a toujours des gens dans mes viewers et je vous en veux pas du tout, il n'y a pas de souci, mais ça, je pense que ça vaut quand même le coup de transmettre l'information le plus possible. On ne dit plus syndrome d'Asperger aujourd'hui, on ne dit plus autisme Asperger, on dit trouble du spectre de l'autisme, on dit autisme tout court, on dit TSA, mais on ne dit plus syndrome d'Asperger pour deux raisons principales. La première, c'est que déjà on veut se détacher de Hans Asperger qui était un énorme nazi, on veut pas être identifié un nazi, voilà. Mais à la limite, je sais que ça parle pas à tout le monde cette raison, donc bon voilà. Mais la deuxième raison, et surtout cette deuxième raison, encore plus importante que ce truc du nazi, etc., c'est que les chercheurs ont mis en évidence qu'il n'y avait qu'un seul type d'autisme, il n'y en avait pas plusieurs, et c'est simplement on parle d'un spectre très large, mais il n'y a pas un syndrome d'Asperger, un syndrome de Kanner ou un autisme de haut niveau, quoi, non, ça n'existe pas, c'est un spectre d'autisme seulement. Et que bon bah voilà on parle de différents niveaux d'autonomie à la limite, ça oui, ça on peut en parler, mais par contre des différences de type d'autisme, ça c'est plus vraiment valable aujourd'hui quand on regarde les recherches actuelles sur l'autisme, bref. Mais à l'époque on disait beaucoup encore syndrome d'Asperger, et donc cette personne n'osait pas me dire en face. J'ai lu des trucs sur l'autisme, sur le syndrome d'Asperger, et je suis sûre que tu es concernée, voilà. Et donc elle a commencé à me faire mariner, donc elle a commencé à me dire oui mes anges, il faudrait que tu recherches un peu sur internet de quoi tu souffrirais éventuellement, etc. Et il faut savoir qu'à l'époque je souffrais beaucoup, hein, j'étais une ado un peu torturée voilà, sachant que j'avais pas de problème majeur dans ma vie, voire j'avais quasiment aucun problème majeur dans ma vie, ça se passait bien, j'avais des études, à l'école aussi quand j'étais au lycée ça se passait bien, mais il y avait un mal-être, je me sentais pas à ma place dans la société, je me sentais pas à l'aise, etc. Et ce proche, on était le témoin premier parce que je lui racontais tous mes problèmes. Et à un moment il a commencé à me faire mariner en me disant ouais je crois que je sais ce que t'as, ça y est je sais ce que t'as, je sais la raison de tous tes maux, je sais d'où ça vient, etc. Mais elle me disait pas quoi, et quand je lui ai demandé ce que c'était elle me répondait pas, elle me disait fais des recherches sur internet, etc. Et pendant 6 mois je dormais mal, je savais pas du tout ce que je devais chercher comme mots-clés sur internet parce que je savais pas moi-même ce que j'avais comme problème, je me trouvais très bien comme j'étais. Et à aucun moment ça m'est venu à l'esprit de chercher autisme, à aucun moment, sachant qu'à l'époque je savais rien sur l'autisme. Le seul truc que je savais sur l'autisme c'était les clichés quoi, vraiment les clichés, comment il s'appelle le film déjà? Rain Man, voilà c'était Rain Man. Pour moi l'autisme c'était Rain Man, bon. Et à un moment ça a commencé à me torturer vraiment, et je suis allée voir ce proche, je lui ai dit écoute arrête de me faire mariner, je veux que tu me dises ce que c'est, je veux que tu me dises le mot, dis-moi ce que c'est, etc. Et j'avoue, j'ai fait un moment des petites recherches et en fait je suis tombée sur des choses comme le HPI, par exemple le haut potentiel intellectuel, et en fait dans l'autisme il y a pas mal de ressemblances avec le HPI, et je sais qu'il y a beaucoup d'autistes qui sont HPI et autistes en même temps, voilà, mais pour les personnes qui sont juste HPI, il y a des similitudes, par exemple les grosses passions, le fait de se sentir un peu en décalage avec les autres, etc. Tout ça c'est commun, donc je me suis dit peut-être je suis HPI, spoiler alert, je ne suis pas HPI, mon QI est de 100, il est vraiment totalement dans la norme, voilà. Donc je suis allée voir la personne frontalement et je lui ai dit écoute il faut que tu me dises clairement droit, je peux pas deviner, hein, il faut que tu me dises au bout d'un moment parce que ça me torture, ça m'empêche de dormir, il faut que tu me le dises. Et donc on s'est posé, je me souviens très bien, on est allé dans un café à Paris, on s'est assis et la personne tournait autour du pot et elle me disait pas, et voilà, et c'était très dur pour moi. Et vraiment même à la fin de la discussion, on avait discuté pendant 1 heure, 2 heures dans ce café, et elle a jamais osé me dire frontalement que c'était l'autisme auquel elle pensait. Voilà, donc si vous êtes un proche et que vous suspectez une personne d'être dans les TSA, dites-lui frontalement, ne tournez pas, n'essayez pas de lui faire deviner, ça m'a vraiment torturé beaucoup cette période là, et donc voilà, vaut mieux lui dire directement. Voilà. Et puis quand même, bon, au fur et à mesure de cette discussion, j'ai quand même retenu des mots-clés que j'ai tapés sur internet, je sais plus quels mots-clés exactement, mais décalage social, difficulté de communication, enfin tous ces trucs là, il m'avait sorti un petit peu ça comme ça de façon random. Et donc j'ai cherché ça sur internet et de fil en aiguille je suis tombée sur l'autisme, voilà. J'ai fini par trouver. Et donc je lui ai envoyé un mail à cette personne, je lui ai dit bon bah écoute je crois que j'ai trouvé de quoi tu veux me parler depuis 6 mois, j'ai trouvé syndrome d'Asperger, autisme, etc. Et voilà. Alors maintenant vous allez me poser la question, mais du coup c'est quoi les signes qui ont alerté cette personne, et comment est-ce qu'elles ont deviné
comment est-ce que cette personne a deviné chez toi, ce qui allait pas. Alors je suis pas dans la tête de cette personne, elle m'a jamais dit bon, franchement les choses, mais je pense que la première chose qu'elle a tapé c'était ma franchise. J'étais extrêmement cash mais sans pitié, c'est-à-dire que je pense à un truc, fallait que je dise quoi, c'était, il n'y avait aucune retenue. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de retenue, faut savoir que beaucoup plus, même 4 fois plus je dirais, j'ai énormément mûri par rapport à ça, j'ai énormément appris et c'est pour ça aussi que je fais les ateliers aujourd'hui que parfois je vous vends sur la chaîne YouTube pour vous partager un peu tout ce que j'ai appris d'extrêmement précieux qui me permettent aujourd'hui d'être harmonieuse dans la vie sociale. Voilà, mais à l'époque pas du tout, à l'époque je connaissais aucun code social et je balançais à outrance des choses très cash, voilà, donc ça c'était vraiment le signe numéro 1 que cette personne a dû voir à mon avis. Après il y avait aussi le fait que j'avais une personnalité extrêmement, comment dire, entre guillemets gamine, et encore aujourd'hui, et puis vous pouvez le voir dans les vidéos je pense. Déjà ma manière de m'habiller c'était celle d'une enfant de 6 ans, 7 ans, mon comportement était celui d'un enfant de 6-7 ans. Faut savoir qu'aujourd'hui encore j'ai un peu ce comportement de gamine et vous me le dites d'ailleurs dans les commentaires que vous m'envoyez, mais c'est très différent aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je suis davantage consciente de ce qui est gamine mais qui est positif, c'est-à-dire qui fait du bien, c'est-à-dire garder son âme d'enfant, etc. Et le gamine immature qu'il faut éviter, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses, certains aspects du fait d'être un enfant qui vaut mieux, voilà, vous faites se dire bon bah maintenant je suis grand et je fais plus ce genre de choses, j'ai mûri quoi tout simplement. Voilà, donc c'est beaucoup moins problématique aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais vraiment une gamine profonde quoi, et à aucun moment je me rendais compte à quel point c'était visible et chelou aux yeux des gens autour de moi. Donc voilà, donc il y avait ça aussi qui était très visible. Et je pense aussi que comme je racontais beaucoup mes problèmes et à quel point je ne me reconnaissais pas dans le modèle de la société, etc., la personne s'est dit bon bah il y a un fonctionnement qui est différent, il y a un truc bizarre, cette fille en fait ne fonctionne juste pas comme un être humain normal, et ça c'était vraiment les gros signes. Donc voilà. Donc voilà pour répondre à la question de quel signe cette personne a vu. Encore une fois je suis pas dans la tête de cette personne et cette personne communiquait assez peu et c'est difficile pour moi de savoir plus, mais voilà pour vous donner un peu ce que voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? La première chose que j'ai faite c'était de faire des recherches à outrance sur le sujet. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai parlé de l'autisme à personne sauf à cet être humain-là. Donc j'en ai pas parlé à mes parents, je faisais absolument pas en parler à mes parents, c'était vraiment c'était très intimidant pour moi. Et je faisais voilà, comme je disais, j'ai acheté au moins une dizaine de livres, et notamment des livres très complexes sur l'autisme. J'ai lu Motron, j'ai lu, alors je sais plus comment il s'appelle, le livre qui a écrit le grand manuel sur l'autisme, il m'a coûté 40 € ce livre. Je vous mettrai une insert si je me souviens de ce livre, voilà, que j'ai lu, voilà, très gros bouquin, enfin j'ai lu plein de très gros bouquins sur l'autisme, même des livres assez complexes, pour chercher tant bien que mal les similitudes avec mon fonctionnement. Il faut savoir qu'il y a très peu de livres dans lesquels je me suis profondément reconnue, où je me suis dit ah ça c'est vraiment moi et tout, et ça m'a mis dans un très grand mal-être parce que en fait moi voilà, je suis dans le spectre de l'autisme qui est associé au féminin, c'est-à-dire avec toutes les spécificités des filles, etc., et que encore beaucoup trop de livres sont dirigés seulement vers les autistes hommes, voilà, ou les femmes qui ont des signes qui font plutôt penser à l'autisme masculin. Et donc je me reconnaissais pas, et du coup c'était impossible pour moi de dire avec certitude, de définir avec certitude si oui ou non j'étais aspi ou pas. Donc en fait j'ai vécu vraiment longtemps dans un doute terrible. De me dire est-ce que je me fais des idées ou est-ce que c'est légitime que j'essaye de creuser cette piste, voilà. Et au début je considérais pas trop faire un diagnostic parce que je me disais waouh ça a l'air long et compliqué, surtout j'avais une peur bleue d'en parler à mon médecin, j'avais peur, je savais pas comment l'aborder, j'avais honte, je sais pas, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Il faut savoir qu'à l'époque j'avais 3 fois moins de confiance en moi que j'en ai aujourd'hui. Et donc c'était extrêmement difficile, et donc j'ai mariné, lu énormément de bouquins, etc. Et à un moment je me suis dit bon, mes anges, écoute, là tu souffres trop, t'es trop dans le doute, tu te sens pas bien, t'as besoin d'une réponse. T'as besoin de savoir, t'as besoin d'un professionnel qui te dise si oui ou non tu es concerné, et au bout d'un moment, va falloir y aller. Faudra pousser les portes du CRA.
Voilà, et donc là ça a commencé l'aventure et j'avais 19 ans au moment où j'ai fait les premières démarches, je pense, je suis sûre même. Et donc je me suis dit, première étape, je vais aller voir mon médecin. Voilà. Enfin non, c'est même pas le premier truc que j'ai fait. Le premier truc que j'avais fait, c'était de contacter une association qui s'appelle Asperger Amitié. Je sais pas s'ils ont changé leur nom suite au fait que Asperger ce soit plus valable, mais en tout cas à l'époque ça s'appelait Asperger Amitié. Et donc j'aurais envoyé un mail, j'aurais dit bon bah écoutez je suis adulte et j'habite sur Paris et je cherche à me faire diagnostiquer, comment on fait, aidez-moi. Voilà, j'ai juste posé cette question par mail. Ils m'ont répondu très gentiment, assez vite en plus, ils m'ont dit bah écoutez soit vous payez dans le privé, vous avez ces adresses là, ou alors vous allez dans le CRA de Créteil et c'est gratuit mais il y aura beaucoup plus de délai. Voilà, et donc ils m'ont expliqué aussi que je devais avoir une lettre du médecin, une recommandation du médecin ou d'un psy spécialisé pour accéder à ces diagnostics. Et donc je suis allée chez mon médecin généraliste, littéralement, j'ai pas cherché de psy ou quoi, littéralement le médecin généraliste, je suis allée et je lui en ai parlé. Alors il y a beaucoup de gens qui me demandent oui mais comment t'as fait pour être crédible devant ton médecin, est-ce qu'elle t'a pas répondu quelque chose du type ouais mais t'as pas l'air autiste, t'exagères, tu te fais des idées, arrête de regarder des trucs sur internet, etc. etc. Faut savoir que mon médecin a effectivement réagi un petit peu en mode ouais mais je connais des autistes mais toi t'es pas comme eux, etc. C'est moi j'ai pas l'impression que tu galères vraiment socialement et tout et tout. Mais ceci dit, je lui ai très vite répondu en mode bah écoutez, je sais que ça se voit pas mais moi je le vis personnellement, par exemple juste pour préparer son rendez-vous, j'ai énormément gambergé, j'ai énormément stressé, je me suis pas du tout sentie à l'aise à l'idée d'en parler et là j'ose enfin, donc par pitié laissez-moi une chance pour tester les trucs et pour aller dans les tests pardon. Et elle a accepté sans problème, elle a rédigé une lettre pour le centre de diagnostic de Créteil. Et voilà, ça y est, j'avais ma lettre. Donc qu'est-ce que j'ai fait juste après ça? J'ai rédigé moi-même une lettre pour dire en quoi je me reconnaissais dans l'autisme. Hop, j'ai rassemblé les 2 courriers et je les ai envoyés au CRA de Créteil. Faut savoir qu'à partir de ce moment-là, ils se sont écoulés peut-être plus d'1 an je pense. Je sais plus. Si c'était 6 mois, 7 mois, 8 mois, plus d'un... Je ne m'en souviens plus. Mais aucune réponse. Genre vraiment le néant les gars. Et là je me suis dit bon bah ma lettre s'est perdue ou alors ils ont jamais lu mon truc, ils ont reçu mon courrier mais ils ont jamais ouvert la lettre. Enfin bref, j'avais complètement perdu espoir. Et à un moment, je reçois un coup de téléphone et on me dit oui madame, est-ce que c'est toujours vrai que vous voulez passer le diagnostic, etc. J'ai dit oui. Et on m'a planifié un rendez-vous 3 mois après, voilà. Pour me dire, déjà ils se sont passés genre 7-8 mois avant que je reçoive la première réponse et ensuite 3 mois encore plus tard j'avais mon premier rendez-vous. Et il faut savoir que le premier rendez-vous dans les centres de diagnostic c'est juste pour voir si oui ou non c'est valable qu'on fasse des tests sur vous ou si vous faites juste des idées. Et donc je fais ce premier rendez-vous, j'étais stressée comme jaja, mais vraiment le stress les gars. Et là je vais vous avouer une vérité, pour mon premier rendez-vous j'ai un peu fait semblant de vraiment ressembler à une autiste. Et c'est un peu embarrassant pour moi de vous le dire, mais en fait j'avais vraiment peur qu'on me dise ouais non t'as pas l'air autiste donc on va pas te faire les tests, c'est bon vas-y tu nous saoules quoi. J'avais vraiment peur que la psy réagisse comme ça. Donc du coup j'ai un peu joué la fille super introvertie comme ça, qui parle pas beaucoup, qui regarde pas du tout dans les yeux, etc. Et j'avoue j'ai un peu honte d'avoir joué à l'actrice comme ça, alors j'avais pas du tout besoin de le faire, c'est des gens qui sont spécialisés, qui sont censés connaître l'autisme, voilà. Donc j'avais pas à faire tout ça, mais pour le coup j'ai un peu surjoué, certes des trucs qui étaient vrais en moi, mais voilà, en exagérant quoi à chaque fois. Bref, j'ai eu, mais elle a dit bon bah ok c'est validé, vous passez les tests. Et là, de nouveau le néant. De nouveau le néant pendant 2 ans. Et là, je vous dis, 2 ans. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Et vraiment, je pensais qu'il m'avait oublié, que c'était voilà, que c'était terminé quoi. Et j'ai lu un peu des bouquins sur l'autisme pour me rassurer. Et il y avait plein de femmes qui racontaient qu'elles aussi, ça a duré des années et des années. Voilà, ça m'a un petit peu rassurée. Et au bout de 2 ans, je reçois un coup de téléphone. Oui, c'est toujours valable. Je dis oui. C'est toujours valable. Et de là j'ai eu mon premier rendez-vous et mon deuxième rendez-vous pardon. Et cette fois je suis tombée sur un psy devant lequel j'étais totalement moi-même, honnête, j'ai rien surjoué, j'ai juste été voilà, je me sentais à l'aise en fait parce que ce psy était hyper sympa, était vraiment hyper à l'écoute et
Voilà, et donc très vite il m'a dit oui, vous n'êtes pas là pour rien, effectivement il y a des signes très évidents d'autisme et tout ça. Et puis j'ai passé les tests, alors c'était assez long quand même parce que normalement quand on passe les tests pour le diag, on fait ça sur 2 jours qui sont à l'affilée. Et moi en fait il y a eu une journée, puis un mois, puis une journée, puis encore un mois. Je crois que ça s'est fait sur 2-3 mois, un truc comme ça. C'était pas du tout à l'affilée. Et en plus il tenait beaucoup à ce que un de mes 2 parents, ou au mieux mes 2 parents, soient interrogés. Donc seul mon père pouvait venir, c'est mon père qui est venu. Mon père s'est fait interroger pendant 2-3 heures, hein, juste pour vous dire à quel point le diagnostic c'est vraiment très tac tac tac, hein, c'est très très carré. Voilà, mon père s'est fait interviewer pendant 2 heures pour voilà, expliquer comment j'étais quand j'étais enfant, comment je suis aujourd'hui à la maison, etc. etc. Et moi aussi je me suis fait interroger sur 1001 facettes de ma vie, etc. etc. J'ai également passé le WAIS 4, le test de QI, hein, pour savoir si j'étais aussi HPI, si mon profil de QI était effectivement semblable au profil autiste. Il faut savoir que souvent ce qui se passe avec les autistes, c'est que les QI, les différents QI qu'on a sont très disparates. Par exemple, j'ai un très haut QI verbal, donc tout ce qui est compréhension du vocabulaire, etc. Parler à l'oral, tout ça, j'avais un très très gros QI. Enfin très très gros, j'étais à 128 je crois, un truc comme ça, j'étais à la limite du HPI quoi. Et autant en mémoire à court terme, enfin en mémoire de travail, j'étais à 86. J'avais vraiment un QI de pigeon, donc c'est très disparate. Et normalement chez une personne au profil typique, les QI sont à peu près tous homogènes, sont un peu tous dans le même, voilà. Ça dépend évidemment des gens, mais la plupart du temps c'est plutôt homogène, voilà. Et moi c'était extrêmement disparate entre les différents QI. Voilà, donc ça c'était voilà, typiquement un profil de personne autiste hein, finalement. Et donc voilà, et quand ça s'est terminé, bon bah j'ai eu un papier et il y avait écrit voilà, c'est confirmé, vous êtes dans le spectre. Voilà, donc ça a duré vraiment, comme vous pouvez le voir, c'était très long et c'était surtout assez douloureux finalement parce que c'est des années à errer, à être dans le doute, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent, notamment sur Facebook, dans les commentaires, etc. Alors non pas dans les commentaires parce que il n'y a pas de commentaires, mais quand vous me contactez, généralement ce que j'entends de votre part c'est mais Ange, est-ce que ça vaut le coup de faire un diag, de se mettre juste pour avoir une étiquette, à quoi ça sert, etc. Et moi ma réponse c'est toujours la même. Si vous avez le moindre doute sur votre neuroatypie ou non, foncez. Mais même si ça doit durer 3 ans, 4 ans, allez-y, par pitié passez vos diags parce que c'est tellement un poids en dehors de vos épaules. Et même si un jour vous avez besoin d'une RQTH, de faire un dossier MDPH, etc. Le diagnostic vous ouvrira les portes à ça. Même si pour le moment vous avez l'impression que vous n'en avez pas besoin, le jour où vous en aurez besoin, le jour où vous avez besoin de prouver à votre employeur que vous avez effectivement une différence et que voilà, on vous prend pas au sérieux parce qu'en plus c'est très invisible sur vous, vous aurez des preuves solides. Voilà. Et puis surtout, au-delà de la preuve solide, le doute en moins, ça fait un bien fou, c'est essentiel à notre santé mentale en fait finalement. Et juste se connaître, juste mieux savoir qui on est, comment on fonctionne, avoir des conseils de professionnels de qui c'est le métier, qui interroge des milliers et des milliers d'autistes tous les ans. Ça n'a pas de prix quand on est différent et que déjà de base c'est la galère dans votre vie sociale, dans vos passions, dans votre manière d'agir qui est un peu bizarre, etc. Franchement les gars, foncez et n'hésitez plus. Voilà, donc je sais que c'est un peu décourageant quand je raconte tout ça, que c'est un peu en mode waouh, est-ce que je vais vraiment passer par tout ça et tout, mais je sais pas si je dois le dire en chinois, si je dois le dire en coréen, si je dois le dire en américain, j'en sais rien. Mais allez-y les gars, allez-y vraiment et ça va vous changer la vie. Donc voilà pour mon histoire de diagnostic, j'espère que ça vous a intéressé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Salut, salut!